Place à présent à notre première table ronde. J'invite sur scène Thomas de Burgraaf, qui n'aura pas quitté la scène longtemps, donc directeur d'intérim. Philippe Ebeisen, vice-président d'économie suisse. Et de nouveaux invités, Jean-Pierre Valiante, directeur de Terre Emploi, société de placement de personnel dans le monde agricole. Et Eftichia Fischer, présidente du conseil d'administration de la BCV. Je crois que vous m'avez toutes et tous rejoints sur scène. Merci à vous d'être présents. On va décortiquer ensemble cette pénurie de main-d'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, en s'intéressant tout d'abord au premier facteur qui en est la cause, la démographie, ce sapin, cette pyramide inversée des âges. On en débat tout de suite après cette courte vidéo de Jean-Baptiste Guillet. Aujourd'hui, 22,5% de la population vaudoise a 60 ans ou plus. La situation ne va pas s'inverser car cela fait plus de 20 ans que le taux de natalité est au plus bas. Conséquence, le renouvellement de la population active est insuffisant pour maintenir la stabilité du marché du travail. Alors comment solutionner cette pénurie de main-d'œuvre? Encourager la natalité en soutenant les familles avec des allocations familiales plus élevées, des congés parentaux prolongés et des services de garde d'enfants. Raccourcir le temps de formation des jeunes pour accélérer leur entrée sur le marché du travail, tout en développant la formation continue sur la durée d'une vie professionnelle. Mais aussi encourager le retour au travail des femmes en proposant des postes à temps partiel pour conjuguer vie familiale et professionnelle. Ou encore inciter les seniors à partir plus tard à la retraite avec des mesures comme les horaires flexibles. Alors, qui d'un jeune, une femme ou un senior occupera demain les postes à pourvoir? On commence avec vous, Jean-Pierre Valiante, puisque votre secteur est au cœur de ce défi démographique. Beaucoup d'exploitants agricoles ont aujourd'hui plus de 55 ans. Est-ce que la relève est là? Alors avant de répondre à votre question, j'aimerais faire quand même une nuance entre le travailleur agricole et l'exploitant. Parce qu'effectivement, comme le reste de la population, nous, dans notre domaine, il y a ces vieillissants. Donc effectivement, la relève peut être là, il faut la former, il faut la suivre. Il y a eu, à la suite de la pandémie de Covid, cette impression d'un retour, d'une envie de retour à la terre. Est-ce que ça a suscité de nouvelles vocations dans votre domaine? Finalement peu. Non, finalement peu. Quelques-uns, oui, mais statistiquement, non. Thomas de Burgraaf, vous misez sur les seniors, vous l'avez dit pendant votre présentation. Vous avez lancé cette plateforme activiste pour promouvoir le travail des seniors après 65 ans. Est-ce qu'elle a rencontré du succès auprès des entrepreneurs? Alors, pas que les seniors, mais effectivement les retraités actifs. Alors on a eu un fort engouement, comme je disais précédemment, sur la lancée, sur l'idée, sur le fond. Mais on savait qu'on était un peu tôt, qu'on était un peu en avance par rapport au marché. Mais il valait mieux être avant qu'après. Et aujourd'hui, quand on a lancé la plateforme, d'ailleurs la personne est présente ici, Frédéric, qui gère les opérations, on a eu plus de 1000 inscrits, quasiment sur les 3 à 4 premiers mois, de personnes qualifiées, qu'on a rencontrées, qu'on a écoutées, qu'on a accueillies et qu'on a mis à disposition de nos agences et aussi de nos clients. Donc oui, l'engouement est là. Côté entreprise, c'est encore un peu plus timoré parce qu'il y a le choix. Mais plus on va approcher de l'échéance, et moins le choix sera présent. Mais les entreprises rechignent encore un peu à engager des seniors. Il y a encore des peurs et des biais, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était est-ce que ça va bien adhérer avec les jeunes? Est-ce que c'est des gens qui vont être à même de suivre l'impact technologique et les innovations? Mais tout ça, on s'aperçoit que c'est juste des craintes qu'on a, mais qui ne sont pas fondées. Et les seniors connaissent les raccourcis, vous l'avez bien montré dans votre présentation. Eftichia Fischer, est-ce que vous cherchez au sein de votre banque à retenir les seniors au-delà de l'âge de la retraite? À la BCV, on a déjà flexibilisé l'âge de la retraite. Si on est d'accord, et la banque et l'employé, les gens peuvent rester jusqu'à 68 ans. Certains le font, pas beaucoup. La réalité est que l'option est là, mais pas beaucoup de monde le fait. Vous le regrettez? Justement, bientôt on n'aura plus le choix. Vous me parliez d'utiliser aussi cette ressource comme éminence grise. Ça se fait encore trop peu? Exactement. Aujourd'hui, je pense que je vous rejoins absolument. Ce n'est pas au centre des préoccupations des entreprises.
On n'a même pas vraiment systématiquement posé la question aux seniors. Qu'est-ce qui vous ferait vouloir de rester? Vous savez qu'il y a eu ce sondage récemment où on a vu que 75% des Suisses au-dessus de 55 ans partiraient à la retraite anticipée s'ils avaient l'épargne. Donc effectivement, il faut changer quelque chose en fin de carrière pour la rendre attrayante et intéressante. Changer un changement culturel dans le monde du travail, finalement. Exactement. Le mode de travail, le mode avec lequel on les appréhende, les personnes au-dessus de 60 ans, j'en fais partie. Je suis quand même bien. Mais c'est aussi de demander comment ils veulent travailler. Vous allez tous travailler au-delà de l'âge de la retraite autour de cette table? Pas encore, 2 secondes, pas encore. Mais dans le futur, vous, c'est déjà fait, c'est juste. Oh, largement. Monsieur Valiante? Je pense que si je prends du plaisir au travail, oui. Et vous en prenez du plaisir Ah pour oui, j'en l'instant? prends énormément. D'accord. Ouais. Donc, jusqu'à 70 ans, vous signez. De Burgrave, on vous souhaite en moyennement. Non, j'ai pas répondu, mais j'ai un peu plus de temps que... mais oui. Monsieur. Non, écoutez, on plaisante, mais on l'a vu, c'est un vrai ressort, c'est un vrai réservoir, et je pense qu'il y a probablement trop peu d'incitatifs aujourd'hui. D'abord, il faut quand même dire que tout se ferait sur une base complètement volontaire. Il y a des métiers pour lesquels on n'imagine pas un instant travailler idéalement même au-delà de 60 ans. Même cette limite est difficile. Mais là, il ne faut pas oublier qu'il y a des conventions collectives de travail. Il vient à personne l'idée de demander à un maçon de travailler jusqu'à 68 ans. Donc d'abord, le principe, c'est à la base volontaire. Qu'après, il y a des incitatifs. On n'y a pas tellement pensé jusqu'à maintenant. Je pense à 2. C'est des petits détails techniques, mais ça peut. Le premier, c'est est-ce que le retraité qui perçoit des revenus après la retraite, est-ce qu'il est soumis, normalement, comme tous les autres, aux cotisations AVS? Aujourd'hui, il y a une franchise, je crois qu'elle est à 1 400 francs, peu importe les détails, on pourrait améliorer ça, on pourrait augmenter la franchise, on pourrait la supprimer. Deuxième chose, si vous arrivez à la retraite et que vous ne prenez pas votre rente AVS, vous avez un ajournement et vous avez une petite récompense pour l'avoir fait, parce que vous la touchez plus tard. Éventuellement, c'est le risque que vous avez pris moins longtemps. On pourrait augmenter cet incitatif. Il y a des petites mesures à partir duquel il y a un aspect culturel. 65 ans, c'est aujourd'hui quand même, sauf dans des entreprises plus progressistes ou qui ont pris le taureau par les cornes, c'est un âge qu'on appelle pudiquement aujourd'hui de référence. Bon, je veux bien, mais c'est un âge couperet. La caisse de pension ne prévoit pas qu'on aille au-delà et les rapports de travail se terminent. Vous parlez d'incitatifs économiques et tout, mais est-ce que les seniors se laissent vraiment guider par le porte-monnaie? Madame Fischer l'a dit, 3/4 des Suisses préféreraient prendre une retraite anticipée s'ils en avaient les moyens. Est-ce que les Suisses ont vraiment envie de travailler au-delà? Justement, c'est ça, je pense. Il faut les deux ensemble. C'est vraiment une question de changement culturel. Un autre modèle de carrière. Madame la conseillère d'État a parlé d'un arc, je crois, de carrière. Mais c'est vrai que... Est-ce que vraiment on a envie d'être nommé vice-directeur? Est-ce que vraiment c'est ça qui nous intéresse au-delà de 60 ans, au-delà de 65 ans? Je ne pense pas. C'est la capacité de donner nos connaissances, justement d'apprendre les raccourcis aux plus jeunes. Donc moins de postes à titre, plus d'opportunités de faire des projets intergénérationnels. En plus, il faut valoriser les gens d'un certain âge. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à 64 ans, on ne va pas le mettre dans un projet, il sera parti l'année prochaine. C'est vraiment une question de mentalité des jeunes et des seniors. Monsieur Valiante, cette éminence grise, elle serait utile pour votre secteur? Écoutez, oui, bien sûr. Alors après, naturellement, il faut aussi se dire qu'aujourd'hui déjà, dans le monde agricole, les seniors de plus de 65 ans, certains restent au sein de leur exploitation. Alors la seule difficulté, c'est comme effectivement il y a aussi un coup près dans le monde agricole, c'est qu'on ne peut plus être exploitant principal, agriculteur principal, mais en général, les plus de 65 ans restent pour donner un coup de main à la famille, par solidarité ou par envie, tout simplement.
Un autre sujet quand on parle, le temps avance, donc Oui. je passe à la suite. Désolée, à moins que vous vouliez encore rajouter quelque chose. Ben, pour moi, c'est vraiment un dialogue à instaurer. Et il ne commence pas à 65 ans, il peut commencer bien avant. Moi, j'ai travaillé dans un groupe où on disait à partir de 55 ans, plus de tâches opérationnelles. J'ai trouvé ça assez dur à l'époque, mais ça va dans la bonne direction. Et c'est ce que tu disais aussi, Eftichia, c'est que les envies changent. Il s'agit de contribution davantage de réflexion plutôt que de responsabilité opérationnelle. Et ça peut commencer progressivement, à temps partiel, avec des bilans réguliers. Ça exige vraiment un dialogue avec cette population qui a beaucoup plus à offrir que des plans de retraite anticipés systématiques. C'est la première population à laquelle on pense quand on diminue les coûts. L'autre axe démographique qui est important, le nerf de la guerre, c'est bien sûr la chute des naissances en Suisse. D'autres pays s'en inquiètent, hein, vous l'avez montré, Monsieur de Burgrave. En France, Macron a promis de, je cite, réarmer démographiquement le pays, avec l'instauration d'un nouveau congé de naissance. En Hongrie, en Grèce, on a misé sur des primes bébés versées aux jeunes parents. Vous venez à l'origine de Grèce, Eftichia Fischer. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ? Alors écoutez, c'est très bien et dans certains pays, en Hongrie par exemple, ces primes sont immenses. À partir d'une famille de 3 enfants, on est allégé à 100% de l'impôt sur le revenu à vie. C'est quand même beaucoup. Il y aura plein d'enfants dans la salle. Non, des nouveaux enfants. Et quand même, malgré tout, ça ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne pas. Le choix de faire des bébés ne dépend pas que des incitations financières. Oui, hein. J'ai pas d'explication, j'ai pas d'opinion, c'est juste la statistique. Ça ne marche ni en Hongrie, ni en Suède, ni vraiment en Grèce, ni en Hollande. Ce sont des petites différences. La vraie corrélation entre le taux de natalité, c'est le niveau d'éducation des femmes. Cela fonctionne dans des pays où les femmes n'ont pas ou peu accès à l'éducation, elles font beaucoup de bébés. Est-ce que c'est vraiment dans cette société-là qu'on veut vivre ? Justement, en Suisse, hein, Eftichia Fischer, une femme sur 4 reste sans enfant aujourd'hui. La plupart de ces femmes sont des femmes de formation supérieure. Est-ce que pour la femme en Suisse, avoir un enfant aujourd'hui, c'est encore souvent un obstacle à une carrière ? Un obstacle à une carrière ? Peut-être, oui. Je pense que souvent, enfin mon expérience, plutôt anecdotique, hein, c'est pas une statistique, mais mon expérience, c'est que un enfant maintenant, c'est un obstacle à une carrière. Donc j'attends. Et puis c'est, mais je viens d'être nommée où on vient de me transférer, je sais pas moi, à Londres, à Hong Kong, j'ai un job magnifique. J'attends encore 2-3 ans. J'attends d'avoir trouvé le bon époux. J'attends, et puis j'ai 40 ans. C'est très souvent ça aussi. Parce que les enfants que l'on fait, on les fait bien sûr plus tard, beaucoup plus tard. Les entreprises ont aussi un rôle à jouer, hein, en offrant plus de flexibilité à leurs employés. Philippe Ebaisen, vous êtes contre des idées comme la semaine de travail de 4 jours, pour par contre moins de congés, l'augmentation du taux d'activité. C'est pas vraiment comme ça que les Suisses vont faire des bébés, non ? Écoutez, on a ce dilemme entre un déficit pénurie un déficit de main-d'œuvre à futur et puis une évolution sociétale. On ne reviendra pas en arrière. Il faut trouver des solutions pragmatiques. Voilà, moi je tire la sonnette d'alarme. J'ai entendu parler l'autre jour à la radio d'une émission de quelqu'un qui demande maintenant un jour de congé supplémentaire pour les fausses couches. Et tout ça, c'est des idées légitimes, enfin, c'est des idées qu'on peut respecter. Mais c'est un jour, plus, plus. Comme je l'ai dit, on travaille 14 jours de moins aujourd'hui par année qu'il y a 10 ans. Ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur notre Donc politique. ce n'est pas aux entreprises d'encourager la natalité. Vous êtes du même avis, Alors, disons, Monsieur de Burgrave ? Je ne pense pas que c'est leur rôle, mais par contre, c'est au-delà du fait qu'effectivement, l'âge de faire les enfants se rallonge, les femmes font plus d'études et tant mieux. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est pas dans un monde un peu archaïque qu'on a envie d'évoluer, mais il y a aussi le retour, au-delà de ce qui repousse aussi une femme ou un couple à avoir un enfant, c'est les conséquences derrière et la logistique derrière.
On parlait tout à l'heure de places de crèche, d'horaires, de flexibilité, de vacances. Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent et qui s'entrechoquent. Et aujourd'hui, ben, ça fait peur et ça ralentit. Et on le voit, ça chute. Donc, Oui, et on parle du retour des femmes sur le marché du travail. Beaucoup restent à temps partiel. Hein. 58% pardon, des femmes travaillent aujourd'hui à temps partiel en Suisse, la majeure partie pour s'occuper des enfants. Est-ce que les entreprises profitent assez de cette main-d'œuvre? Est-ce qu'elles se disent, au lieu d'engager quelqu'un à 100%, j'engage deux femmes à 50%? Alors, certaines oui, mais pas assez. Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans cette logique, comme on disait, d'avoir la gestion de plein temps. C'est compliqué de se dire que je vais avoir peut-être 1 ou 2 ou 3 personnes pour effectuer les mêmes tâches qu'une personne faisait avant, parce que ça demande de la planification, ça demande plus de ressources pour gérer les contrats, pour gérer les suivis. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut intégrer et qu'il faut prendre en compte. Mais il y a aussi plein de choses qui sont encore ancrées en nous. Aujourd'hui, une femme qui veut faire une carrière à temps partiel, c'est incompatible avec un poste à responsabilité. C'est pas faux, mais est-ce que c'est pour autant vrai? Je ne suis pas sûr de ma réponse. Mais alors, allez-y. Je vais développer. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, aujourd'hui, c'est le cas, c'est compliqué, mais ce n'est pas forcément inscrit dans la durée parce que les flexibilités se propagent et le rapport au travail change. Donc, responsabilité ne veut pas dire forcément être à 100%. Et que la journée continue, hein, vous en parliez pendant votre exposé, ça peut être une des mesures qui incite les femmes à avoir des enfants, enfin les familles à avoir des enfants. Plus de crèches, ça marcherait d'après vous? Écoutez, les statistiques sont très claires. En Suède, il y a depuis 25 ans des crèches complètement gratuites. Complètement gratuites. Ça ne fonctionne pas. Je suis désolée, ça fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui fonctionne? Monsieur Valiant, est-ce que vous avez la... J'ai pas la baguette. Oui, pardon. Ça ne fonctionne pas au niveau de la natalité, mais ça fonctionne pour permettre aux femmes de travailler à plein temps. Ça fonctionne très bien pour ça. Monsieur Valiant, vous auriez d'autres idées de mesures Alors malheureusement, je n'ai pas de baguette magique non plus. Par contre, c'est vrai que dans notre domaine d'activité, une fois de plus, je vais nuancer parce que les femmes et filles d'exploitants qui sont sur la ferme, dans la ferme ou dans l'exploitation, par principe, n'abandonnent jamais le travail puisqu'elles restent en contact automatiquement avec la famille, avec le travail de la terre. Où c'est un peu plus difficile, effectivement, je pense que c'est pour les collaboratrices et les collaboratrices agricoles qu'on doit engager ou qui doivent engager. Là, effectivement, c'est plus compliqué, de par la pénibilité du travail, de faire revenir la main-d'œuvre féminine. Est-ce que vous avez déjà des incitatifs dans votre secteur pour la faire revenir, cette main-d'œuvre? Alors, une fois de plus, c'est différent. Hein. Juste le monde agricole, les exploitants sont quand même des PME. Hein. Ils exploitent leur domaine de manière indépendante. Donc chacun aura son truc, sa solution. On n'a pas une vision globale de chaque exploitation, ce qu'elle fait. Elle gère son domaine RH comme elle l'entend. C'est-à-dire qu'elle peut inciter peut-être par le salaire, peut-être par des conditions de travail différentes. Mais tout le monde est indépendant au niveau de l'agriculture. Chaque exploitant est indépendant. Est-ce que, dernière question, si on devait prendre une mesure pour inverser cette pyramide des âges en Suisse, qu'est-ce qu'on devrait faire d'un point de vue démographique? Une mesure clé. Pour inverser la pyramide des âges? Oui, enfin, oui, alors vous n'avez pas de baguette magique, mais la mesure clé qu'on n'a pas encore, la mesure magique qu'on n'a pas encore trouvée en Suisse. Je pense que c'est la faut seule juste chose être fataliste. qui peut changer cette forme. Si on parle oui, un vraiment peu de tailler le changer cette sapin vers le forme, bas. C'est de l'immigration, parce qu'on sait déjà aujourd'hui qui a été né en 2002. On ne va pas pouvoir en ajouter. Mais si on réfléchit proactivement, Donc, il faut faire venir. Pour les 20 prochaines années. Pour les 20 prochaines années, il faut faire venir des gens. Je ne pense pas, sauf si on veut retourner à une société où les femmes n'ont pas accès au monde du travail, n'ont pas accès à l'éducation, sont à la maison et n'ont pas d'alternative, les familles grandiront. Ça se voit dans des pays qui effectivement ont eu ce genre de difficultés. Et c'est pas ce qu'on veut, je pense. C'est pas ça la solution. La solution, par contre, elle peut se trouver, comme disait Philippe Ebeisen, dans la productivité. Est-ce que vous le savez? Ça, je pense qu'on ne le sait pas. En Suisse et dans le canton de Vaud, la productivité, c'est la production par heure, par personne. Hein. C'est pas la production totale. On est moins productif que les Polonais. On est moins productif que la moyenne de l'OCDE. Nous ne sommes pas très productifs.
Et si au fil de l'eau, nous travaillons aussi de moins en moins d'heures, n'est-ce pas? Oui, il va nous falloir de plus en plus de monde. Là, c'est vraiment un gros levier, la productivité. Une partie de la raison, c'est parce qu'une grosse partie de notre économie, ce sont des services, et les services, c'est plus difficile. Par exemple, une infirmière, c'est difficilement remplaçable par un robot encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas la seule raison. D'autres pays y arrivent mieux, nettement mieux. Les États-Unis sont à des années-lumière au niveau de la productivité. On peut faire mieux, et ça peut beaucoup changer la donne, sans le miracle de faire rétroactivement des bébés de 2002. Ça ne va pas être possible, malheureusement. Ouais. On en débattra tout à l'heure de l'augmentation de la productivité, notamment grâce à la technologie, dans une prochaine table ronde. Mais vous m'ôtez les mots de la bouche, Madame Fischer. Comme vous l'avez dit, tant que les Suisses ne feront pas plus d'enfants, la réponse, c'est quand même l'immigration. On va tout de suite en débattre, mais d'abord, on pose le décor en images. Cela fait une vingtaine d'années que le taux de chômage n'a pas été aussi bas. Légèrement en dessous des 4%, le marché du travail vaudois est donc logiquement sous tension. Pour faire face à la pénurie de personnel, une des solutions souvent évoquées, c'est bien sûr l'ouverture de nos frontières aux travailleurs hautement qualifiés dans les secteurs qui en ont le plus besoin, comme la santé, la construction, la restauration, les technologies de l'information et l'ingénierie. Pour pallier les barrières linguistiques et culturelles, l'embauche de travailleurs en provenance des pays voisins, tels que la France, l'Allemagne et l'Italie, pourrait être une solution rapide et efficace, bien que limitée. Bien sûr, cette approche soulève d'énormes enjeux en termes d'intégration, de reconnaissance des diplômes, mais aussi à l'échelle locale sur les logements ou les transports. Où trouver la main-d'œuvre manquante? Une question brûlante. Une question brûlante que je vous pose, Jean-Pierre Valiante. À quel point votre secteur, l'agriculture, dépend-il aujourd'hui de l'immigration? Je pense clairement, oui, on dépend de l'immigration. Actuellement, les collaborateurs agricoles sont majoritairement étrangers, bien sûr. Vous avez un ordre de grandeur ou peut-être des secteurs qui sont concernés? Alors, on a dans le saisonnier tout ce qui est la vigne, naturellement. Là, les saisonniers, c'est pratiquement du 100% d'étrangers qui viennent travailler pour le monde agricole. Dans le domaine de l'agriculture, des collaborateurs plus annuels également. Alors, je n'ai pas d'ordre de grandeur au niveau statistique, au niveau pourcentage. Par contre, c'est clair que les pays qui nous entourent, la France, alors un peu plus loin, le Portugal, l'Espagne et les pays de l'Est sont nos principaux fournisseurs de main-d'œuvre, ça c'est clair. Et cette dépendance à l'immigration, elle s'est accentuée ces dernières années? Oui. Vous l'avez constaté? Oui. Ça, c'est pour le monde de l'agriculture. Qu'en est-il du monde de la banque, chez Fischer? À quel point l'immigration est importante dans votre domaine? Je pense que le monde de la banque a quelque chose de particulier. Ça a toujours été un monde très mobile, très international au niveau de la main-d'œuvre. Les gens passent de la Suisse aux pays anglo-saxons, reviennent, vont en Asie. Enfin, ça a toujours été un petit peu mixte. Sinon, pour le reste, c'est un reflet de la population. Je vais dire un 30% à peu près n'est pas né en Suisse. C'est vraiment un reflet de la population avec une éducation tertiaire, on va dire. Et la Suisse, la place bancaire suisse, elle attire toujours malgré quelques péripéties, si on peut les appeler comme ça, de ces dernières années? Alors oui et non. Enfin oui, dans le sens où ça depuis très longtemps, depuis 200 ans, c'est un centre financier quelque part. Depuis vraiment la création des grosses banques, il y a un know-how, il y a des opportunités. Oui, ça fait envie de venir vivre en Suisse, et puis le cadre aussi de vie en Suisse est très acceptable, n'est-ce pas, aussi pour des familles. Mais, nous avons quand même perdu pas mal de substance dans notre système bancaire. Les grandes banques vraiment universelles se sont réduites de 4 à 3 à 2, puis à 1. Les débouchés dans le système bancaire ne sont plus ce qu'elles étaient. Effectivement, on le voit aussi, je pense, dans les statistiques. En pourcentage de l'économie suisse, on va dire le secteur de la finance se rétrécit en relatif. Il y a de la croissance, mais il croît moins que les autres secteurs.
Il y a toute cette question de l'attractivité de la Suisse. Thomas de Burggraaf, vous avez lancé une stratégie d'implantation européenne en ouvrant un bureau au Portugal. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui d'aller chercher la main-d'œuvre directement à l'étranger, proactivement? Elle vient plus d'elle-même? Oui, en fait, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un phénomène d'émigration de gens qui retournent dans le pays d'origine. Alors, pas forcément les premières générations qui viennent, mais celles qui suivent, parce que la qualité de vie là-bas augmente, les salaires augmentent, donc le matelas et le delta diminuent pour eux. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Mme Fischer, c'est quand même moins attractif aujourd'hui la Suisse par rapport à leurs conditions qu'ils ont là. Donc voilà, le rapport de force un peu s'est déséquilibré. Donc aujourd'hui, on se doit d'aller au plus près, d'aller directement à la source pour essayer d'attirer et de faire en sorte qu'ils viennent en Suisse. Donc ce n'est pas juste ouvrir un bureau là-bas et puis leur demander de venir, c'est les accompagner tout au long du périple. Donc il y a l'attractivité avec un côté un peu commercial de vendre un petit peu la Suisse. Donc on fait un peu un relais du tourisme. Concrètement, comment vous les attirez? Petit bout de fromage Non, on ne fait pas de dégustation de gruyère ou d'Appenzell. Non, mais qu'est-ce qui marche le mieux pour les faire venir? Bien sûr, c'est leur parler de l'économie, de ce qu'ils vont avoir à y gagner, de la qualité des études, de la projection qu'on peut donner aussi à une famille ou à une vision plutôt long terme. Mais c'est surtout, derrière ça, tout un système qu'on doit mettre en place, un peu comme une régie, un peu comme une société de relocation, qui va devoir les accompagner de l'entrée, c'est-à-dire la fois où ils viennent dans nos bureaux, jusqu'à l'accompagnement dans l'entreprise, le jour J où ils commencent à travailler, le voyage, l'immobilier, les papiers et tout le package familial qui va avec. Et on est obligé aujourd'hui de faire ça. Avant, on le faisait plutôt pour des profils très haut qualifiés. On est obligé de le faire aujourd'hui. Ça veut dire que la Suisse, elle est en train de... Vous parliez, M. Ebaisen, de cette guerre des talents. On est en train de la perdre? Non, je ne pense pas qu'on la perde définitivement, mais elle va devenir plus difficile, en effet, parce que les pays qui nous entourent sont confrontés aux mêmes déficits structurels que le nôtre. Donc, ils sont aussi incités à développer des mesures pour développer leur propre attractivité. Donc, ça va aussi, sur ce plan-là, devenir plus compliqué. C'est évident, c'est nécessaire. Peut-être les cercles géographiques qui ont été nos bassins de recrutement jusqu'à maintenant vont peut-être encore s'élargir. On va devoir chercher plus loin. Je préside une société qui a son siège en Suisse romande et qui est active qu'en Suisse. Eh bien, même là, pour trouver les compétences qui nous permettent de venir à bout de monstrueux projets de transformation digitale dans lesquels nous sommes, vous n'avez pas ces compétences ici, ni en quantité, ni en qualité. Même dans nos comités de direction, on a de plus en plus de gens qui viennent de l'étranger. C'est incontournable. Il y a aussi la question de la politique d'immigration. Je me tourne vers vous, Jean-Pierre Valiante. Est-ce que le système actuel, il est suffisant pour répondre aux besoins croissants de main-d'œuvre étrangère? Alors, d'un point de vue saisonnier, chez nous, oui. Je pense que c'est suffisant. Par contre, effectivement, on se heurte au même problème que vous rencontrez, c'est-à-dire des problèmes de compétences et de talents pour le monde agricole, je dirais fixe, pour les collaborateurs agricoles fixes qui doivent venir s'établir, travailler sur l'exploitation. Là, on va se heurter au même problème que mes camarades, que mes collègues. Monsieur de Burggraaf, vous donniez l'exemple de l'Allemagne qui a voté une nouvelle loi migratoire pour faciliter le recrutement hors Union européenne. Plus besoin de savoir l'allemand, par exemple, avec des critères de sélection vraiment assouplis. Est-ce que la Suisse devrait suivre cet exemple, Efticha Fischer? Je pense que oui. Il y a beaucoup d'opportunités. Un exemple, dans l'OCDE, ils ont eux aussi une pénurie de main-d'œuvre dans les domaines de la santé, dans les métiers digitaux, informatiques, mais ils n'ont pas de problème, ils ont même un excédent dans les métiers physiques lourds, y compris l'agriculture. Ils n'ont pas de problème dans les métiers de l'enseignement. Donc effectivement, il y a un potentiel pour aller chercher pour certains métiers, parce qu'en Suisse, comme on l'a vu avant, nous avons un problème dans presque tous les secteurs. Et donc oui, l'OCDE peut être effectivement une source pour les secteurs où ils ont un excédent. Après, pour le reste, il faudra aller chercher plus loin. Il faudrait prendre des exemples
créatifs. Par exemple, le Canada, avec leur système de points, une immigration ciblée, n'est-ce pas? Aller chercher partout dans le monde des compétences digitales dont on a besoin, ou des compétences médicales dont on a besoin. La Suisse a besoin d'une immigration plus sélective. Je m'adresse à ce côté de la table. Un système de points, par exemple, comme au Canada, où on favorise des métiers en pénurie. Pour moi, idéalement, oui. Le sens de mon discours tout à l'heure, c'était de dire épuisons déjà les ressources nationales que nous pouvons activer. Il y en a un certain nombre, quelques mesures que j'ai citées. Ensuite, il y a cette question de la productivité qu'on oublie toujours un peu, parce que si on l'augmente, on pallie à une partie de ces mesures. Et puis pour le reste, l'idée, ce serait presque que ce soit à défaut et de manière sélective de faire appel à nos besoins. C'est un peu opportuniste, évidemment, parce que c'est une immigration qui correspond aux besoins qu'on ressent. Mais je crois que la solution, elle passe par là. Pas dire que ce soit facile à mettre en œuvre, mais théoriquement, c'est dans cette direction qu'on doit aller. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'elle doit être raisonnée et sectorisée. L'Allemagne, pour évoquer ça, ont eu des tensions énormes dans le secteur automobile et ils ont fait justement cette action avec une forte immigration venant de Turquie. Je pense que selon les secteurs, par exemple, prendre la santé, c'est difficile d'accueillir quelqu'un qui n'aurait pas les compétences linguistiques, parce que comment engager avec un patient? Mais il y a des pays d'Afrique du Nord qui ont cette capacité-là, où en France, ils ont compris, parce que le système d'éducation est bon, les langues sont cohérentes, à nous de faire en sorte que ça puisse être raisonné et puis culturellement faciliter l'adaptation. Mais on ne pourra pas faire d'amalgame en disant on va cibler ces pays-là ou ces régions-là. Il faut vraiment, je pense, avoir une approche plutôt sectorisée et adaptée. Il y a peut-être aussi des catégories de migrants auxquelles on ne pense pas assez en Suisse. Les permis F, par exemple, les personnes admises provisoirement en Suisse, elles sont près de 30 000 aujourd'hui à être en âge de travailler. Pourtant, seulement 47% d'entre elles exercent une activité lucrative. Est-ce que là, on ne se prive pas d'une main-d'œuvre de qualité, souvent jeune et qui a envie de travailler? 47%, je trouve que c'est déjà pas mal. S'agissant de personnes qui ont un sort qui est quand même un peu incertain, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elles peuvent travailler. Elles sont appelées à travailler si elles le souhaitent. Et on me rapporte des situations de personnes extrêmement motivées, qui sont très intéressées, des véritables success stories dans ce domaine. Et oui, c'est aussi, les petits ruisseaux font les grandes rivières, c'est aussi un canal. Jean-Pierre Valiante, vous employez des permis F dans votre secteur? Alors il y en a quelques-uns, effectivement, naturellement ce n'est pas une majorité, hein, il y en a quelques-uns. Par contre, moi je rejoins ce que vous dites, c'est qu'à un moment donné, c'est l'envie de travailler, c'est l'envie d'effectuer ces travaux de la terre qui sont quand même pénibles, et puis c'est une attractivité. Est-ce qu'on doit plus les vendre auprès des permis F? C'est une question, mais je pense que les permis F, à mon sens, ont les mêmes informations, les mêmes envies et les mêmes possibilités qu'un citoyen lambda pour venir travailler sur la terre. Certains disent quand même qu'il y a une certaine discrimination à l'embauche quand c'est écrit qu'on est admis provisoirement. Peut-être que ça ne donne pas vraiment envie à l'employeur d'être engagé. Est-ce que là, on se prive de cette main-d'œuvre quand même un peu trop en Suisse? Oui, mais ça rejoint ce qu'on disait avant. C'était, je ne vais peut-être pas confier de responsabilité ou en tout cas de projet à une personne qui part à la retraite dans un an. Je ne vais pas peut-être m'engager avec quelqu'un qui ne va pas rester longtemps. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a le choix et on a des options qui s'offrent à nous. Mais dans quelques temps, on ne les aura plus. Qu'est-ce qu'on fera? On sera peut-être bien content de pouvoir utiliser un peu plus. Alors, je suis d'accord, 47% c'est déjà énorme. On ne pourra pas utiliser non plus tout le monde. Il y a aussi des choses à faire sur le tissu économique local et la ressource nationale. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut plus et qu'on ne va pas pouvoir occulter encore longtemps. Une autre main-d'œuvre intéressante, c'est celle des frontaliers. C'est une main-d'œuvre qui est présente dans votre secteur, Eftichia Fischer? Dans le secteur bancaire, c'est particulièrement complexe, juste à cause du problème de la protection des données. Les données clientèles, le secret bancaire ne permet pas d'accéder à ces données à l'extérieur de la Suisse. Donc ça limite quand même ce qu'on peut faire avec les frontaliers. Donc s'ils sont chez nous, il n'y a pas de travail à domicile. S'ils sont chez nous, ils ne peuvent pas ramener des dossiers chez eux pour
travailler. Enfin, ça limite quand même. Le secteur bancaire n'est pas le bon exemple pour les frontaliers. Mais on sait que dans beaucoup d'autres secteurs, c'est une main-d'œuvre essentielle, sans laquelle plus rien ne tourne dans le pays. Le vôtre, par exemple. Je vous rejoins. Effectivement, pour nous, c'est indispensable d'avoir cette main-d'œuvre frontalière. Effectivement, énormément de frontaliers occupent des postes au sein de l'agriculture. Est-ce qu'elle devrait être encore facilitée? Alors, oui, effectivement, je pense que c'est aussi un point à examiner. Il faut, dans l'avenir, voir dans quelle mesure on peut faciliter l'accès à ces personnes dans notre domaine d'activité. Reste que miser sur l'immigration. C'est quand même un pari politique risqué aujourd'hui. On pense notamment à l'initiative de l'UDC pour pas de Suisse à 10 millions d'habitants. Philippe et Bison, comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'immigration ne crée pas de tension sociale, notamment en termes de concurrence sur le marché du travail ou de pression sur les services publics? Écoutez, madame, on ne peut pas s'en assurer. Et le risque est là. On voterait sur cette initiative apparemment dans 1 an et demi. Puis il faut bien reconnaître que tout un chacun, dans cette salle, quelles que soient nos responsabilités, d'un côté, il y a les besoins de l'économie dont on est en train de parler. Et puis de notre côté, on a tous ce ressenti de trains bondés, de bouchons sur les autoroutes, et respectivement de fils ou filles qui sortent de l'EPFL et qui ne trouvent pas facilement un job. Donc là, il y a, il faut se l'avouer, une espèce d'énorme contradiction entre ce qu'il faudrait faire idéalement pour la santé de l'économie et puis le ressenti global de la population. Donc cette tension montante jusqu'à cette votation, moi je ne vois pas très bien comment on pourrait l'exclure. C'est ce que je disais, c'est que nos négociateurs actuellement avec l'Europe n'ont vraiment pas la tâche facile. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ici, il y a une discussion en cours sur ce qu'on appelle la clause de sauvegarde, Schutzklausel. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. On ne vient pas de l'inventer, c'est quelque chose qui existait déjà dans le premier accord sur la libre circulation des personnes et qui permettrait justement, c'est ce que je disais, l'immigration idéalement le plus par défaut possible, mais qui permettrait justement, en cas de tension croissante, d'avoir un espèce de mécanisme qui reste à inventer. Il peut être extrêmement complexe. Il y a une espèce de formule ambule du nom d'un précédent secrétaire d'État. Ça peut être extrêmement complexe, mais ça permettrait en effet de prendre des décisions, de dire on réduit parce que le climat culturel interne ne suit pas et qu'on va vers trop de tensions. Oui, donc pas exclure des tensions. Beaucoup d'incertitudes encore. Oui. Le pari de l'immigration, il est risqué politiquement. Il y a aussi beaucoup de questions éthiques qui se posent. Est-ce que c'est juste que la Suisse, finalement, profite de puiser de la main-d'œuvre dans différents pays qui, eux, ont payé pour la formation de ces gens? C'est vrai, en fait. On parle souvent du fait qu'en Suisse, on forme les jeunes étrangers dans nos grandes écoles, à l'EPFL, au ETH, et puis ils repartent après chez eux. Et donc, on est en train de subventionner plein d'autres pays. Mais en fait, si vous regardez les statistiques, le niveau de formation des immigrés en Suisse depuis 25 ans a croisé celui des entrants dans le marché du travail suisse pour le dépasser de très loin. Donc, j'ai pas le calcul exact, mais en fait, il se trouve que probablement on est maintenant devenu importateur de gens éduqués, importateur d'années de formation plutôt qu'exportateur. Et ça vous dérange? Ça peut déranger. Il y a une vraie question, une vraie tension éthique. Je n'ai pas non plus la solution. Je suis désolée, vous avez un panel qui n'a pas de solution. Mais en même temps, un thème très glissant. Il faut quand même penser à des pays comme les pays de l'Europe de l'Est qui ont un niveau de vie bien plus bas, un PIB par tête bien plus bas, qui investissent dans d'excellentes formations, notamment dans les nouveaux métiers, dans le digital, dans l'informatique, et dont les informaticiens partent. Et il y a un effet... Et viennent ici, parce que le niveau de vie est plus élevé, les salaires sont plus élevés, les opportunités de carrière sont plus élevées, et il reste un désert informatique dans ces pays qui déjà ont commencé un peu plus loin derrière. C'est une vraie question éthique qu'il faut se poser. Maintenant, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire. Est-ce que c'est une solution pérenne, puisque, par exemple, dans le domaine de la santé, on va
puiser dans le vivier des forces Voilà, et on crée ces déserts françaises. médicaux. Et ensuite, les Français vont aller chercher de la main-d'œuvre en Espagne, les Espagnols vont aller chercher de la main-d'œuvre en Afrique du Nord. Finalement, on est dans un effet domino, non? Oui, sauf que si on prend la planète entière, et bien sûr la planète, pas tout le monde peut bouger partout, mais si on prend la planète entière, la population est encore en croissance. La pyramide des âges n'est pas devenue un sapin encore pour le monde entier. L'Afrique est encore en croissance, certaines parties de l'Asie du Sud sont en croissance, donc net, on pense quand même qu'on va arriver aux 10 milliards, oui, dans les années qui viennent. Donc il y a de la main-d'œuvre, il y a encore de la main-d'œuvre. Il s'agit de où la prendre, et c'est là on revient au système de points, à la main-d'œuvre qualifiée et à la question éthique. Effectivement, on a la capacité en Suisse de créer des déserts digitaux ou des déserts médicaux dans d'autres pays. On a la capacité de le faire. Est-ce qu'on a vraiment le droit? Eh bien, ce sera le mot de la fin. Eftichia Fischer, c'est déjà la fin de notre table ronde. Merci beaucoup à vous quatre. Je pense qu'on peut les applaudir. Et je vous propose de marquer une petite pause puisqu'il y a des cafés et des croissants qui vous attendent dehors. Je vous invite à utiliser les portes du fond pour éviter les embouteillages. Et puis on se retrouve dans 30 minutes pour parler technologie et formation. Vaste programme, donc prenez des forces.